Vendredi 26 janvier 2024. C'est la date à laquelle Hexagon MMA viendra poser ses valises au Zénith de Paris. Et c'est aussi à cette occasion que Grégory Bouchlaghem, et Greg MMA, fera son grand retour dans l'organisation pour y effectuer son deuxième combat. Alors pour resituer un petit peu les choses, donc Greg, qui n'avait pas combattu depuis 17 ans, a fait un retour et victorieux dans la cage de Hexagon MMA lors de la 10e édition à Orange en août dernier, contre l'Italien Gianluca Lucicero, contre qui il a signé un très beau KO en l'espace de 13 secondes. Alors il y avait plusieurs éléments qui allaient peser dans ce combat retour et j'étais curieux de savoir comment Greg allait en avoir la gestion justement. Donc à commencer par ce qu'on appelle le ring rust. Alors le ring rust c'est quoi ? Littéralement traduit, c'est la sensation d'être rouillé sur le ring. On emploie ce terme pour les combattants qui n'ont pas combattu depuis plusieurs années et ça englobe plusieurs paramètres. En fait il faut reprendre ses marques, il faut retrouver les sensations sur le ring, la gestion de la foule, les cris, les huées, le stress, comment on va gérer son cardio, le déplacement dans le ring, s'approprier l'espace, tout ça. Donc quand on combat régulièrement, on prend ces automatismes, mais quand justement on n'a pas combattu depuis un certain moment, on va les oublier. Et alors pour certains combattants, il faut peut-être 1, 2, voire 3 combats avant de retrouver complètement ses marques. Et pour certains combattants, en fait, il n'y en a pas besoin et c'est comme s'ils avaient combattu la veille. Alors, est-ce que Greg a souffert de ring rust ou pas ? Je pense que c'est une question qui reste en suspens aujourd'hui parce que le combat n'a duré justement que 13 secondes. Alors ça répond dans un sens que il s'est senti très bien vu que ça a été une victoire expéditive, mais dans un autre, justement, est-ce que tous ces paramètres ont été retrouvés sur ce combat ? Autre point, autre élément important et pas des moindres, c'est la gestion de la pression médiatique. Aujourd'hui, Greg en France, dans le monde des sports de combat, ça doit être la figure la plus connue. Même pas que dans les sports de combat, je pense que c'est vraiment devenu une personnalité publique. Alors, exposition médiatique, c'est très bien sur plusieurs points, notamment sur tout ce qui est sponsor, les revenus engrangés, etc. Mais ça aussi, c'est côté néfaste, c'est-à-dire que plus on est connu, plus on est attendu au tournant. Et à savoir justement comment gérer cette très grosse pression, cette attente, ce stress provoqué par les yeux et les commentaires, les dires de dizaines de milliers de personnes. Après, il n'a pas été non plus totalement inactif pendant ses 17 ans. Il était même déjà dans la sauce, notamment par rapport à ces deux paramètres. Avec toutes les vidéos qu'il a pu tourner pour notre chaîne Karaté Bushido, avec tous les gros sparring qu'il a fait avec de très gros champions, il s'est exposé devant les caméras, il s'est donc aussi exposé au jugement, aux commentaires des internautes, donc il a déjà pris un petit peu l'habitude par rapport à ça. Donc ça, c'était un gros plus. Pour en revenir à Hexagon 13 et donc de son second combat qui aura lieu lors de cet événement, ça y est, c'est officiel, c'est signé. L'adversaire de Greg sera donc Martin Horski, qui nous vient tout droit de République tchèque. On va maintenant faire une analyse des deux bonhommes, faire un topo de leur style de combat, de leur palmarès, par quoi ils sont passés, sur leurs points forts, leurs potentielles faiblesses et quelle pourrait être justement la physionomie de ce combat. On va commencer par Greg. Alors Greg, 45 ans, 1m91, évolue chez les light heavyweight en 93 kg, avec un palmarès de 6 victoires pour 4 défaites. C'est un droitier, bien qu'on le voit quand même switcher pas mal de gardes pendant ses sparring. Il vient du karaté et du jiu-jitsu brésilien, discipline dans lesquelles il a une ceinture noire dans chaque d'ailleurs. Il a connu le très haut niveau à l'époque où il combattait, parce qu'il est passé par le Pride Bushido, par le Cage Warrior, par le M1. Il a affronté des très gros noms comme Andrei Semenov, Paulo Filho ou encore Gegard Mousasi. Son adversaire, Martin Horski. Alors, 40 ans, 1m88, il possède un palmarès de 4 victoires pour 5 défaites. C'est un striker, un droitier. Il a combattu aussi en kickboxing et en bare knuckle, donc bare knuckle boxe à main nue. Alors, en regardant son palmarès, il a commencé la compétition en amateur en 2018 et la compétition en professionnel en 2020. Donc en fait, il a enchaîné sur ces 5 années. Il n'a pas eu, lui, de ring rust, justement. Quand on regarde par contre la qualité des adversaires qu'il a affrontés, c'est bien moindre que ce que Greg, justement, a pu affronter. Il a majoritairement participé à des événements locaux. On va maintenant s'intéresser à leur façon de combattre, leur pattern, et comme j'ai dit tout à l'heure, leur potentielle faiblesse et leurs points forts. Alors on va commencer par Martin. Alors Martin, sur sa façon de combattre, de ce qu'on a pu voir sur ses précédentes échéances, c'est quelqu'un qui ne met pas forcément un gros pressing. Il reste à distance, à mi-distance. Il a des bons déplacements, notamment les déplacements latéraux. S'il n'est pas ancré dans le sol, c'est quand même assez rare pour le souligner chez les 93, donc il reste assez mobile. Il attend, il fait de temps en temps des grosses rentrées au point, un peu façon Vitor Belfort sur Wanderlei Silva, pour ceux qui s'en souviennent. Et encore, c'est pas vraiment des attaques en ligne. Quand il va rentrer justement sur ces explosions, ça va être quelque chose de très large en fait. Il va en même temps s'exposer au niveau du visage parce que lorsqu'il y a une frappe qui part, la main elle reste plutôt baissée par rapport à là où elle devrait être au niveau du menton pour se protéger. Il envoie de puissants low kicks, mais low kicks isolés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de préparation avant de les envoyer, préparation avec les mains ou préparation en termes de changement d'angle. Alors ça tape fort effectivement, mais ça reste quelque chose à un coup unique. Alors après, même
même si on ne parle pas de ses explosions, de ses entrées au point, lorsqu'il va échanger en anglaise, il y a très peu d'attaques en ligne droite. Ça va être, comme j'ai dit aussi avant, des très larges crochets, des très gros swings, où parfois ça lui arrive justement de perdre l'équilibre tellement il envoie tout le corps parce qu'il en est pleine patate, quoi. De ce que j'ai pu voir aussi, c'est quelqu'un qui, lorsque l'adversaire rentre sur lui, alors il va pas se mettre dans une garde vraiment très hermétique ou alors esquiver, faire des gros mouvements de tête, des gros mouvements de buste. Il va plutôt rentrer le menton et essayer de balancer de très grosses overhands, des très gros swings pour essayer de toucher, et il met pleine puissance dedans. Alors lors des phases de cage control, de travail contre le grillage donc, il a des frappes relativement puissantes, mais par contre il n'a pas une très bonne posture, c'est-à-dire il n'a pas une position très forte, très verrouillée, donc il met pas beaucoup de pression contre son adversaire, ce qui fait que justement celui-ci peut sortir. Il y a du jeu, il y a de l'espace pour que soit avec un wizard il fasse un retournement ou alors il sorte de son contrôle. Alors en termes de sol, après ça reste du simple, basique mais efficace. Il y avait du ground and pound intéressant. Après je pense que je prends pas trop de risques en disant qu'il n'y a pas forcément à attendre beaucoup au niveau des soumissions de sa part. Alors par rapport à Greg, pour moi Greg c'est quelqu'un qui a besoin d'espace pour exprimer son striking. C'est pas le genre de mec qui va aller coller au corps à corps pour travailler avec des bombes façon John Lineker, Mike Perry, et au contraire je pense même que cette zone de combat pour Greg le dessert plus qu'autre chose quand il est vraiment au corps à corps en train de faire du dirty boxing ou ce genre de choses. Alors en termes de posture, ah oui j'ai oublié d'aborder justement pour Martin, qui lui a une garde pas forcément très hermétique, il a les mains qui restent assez loin de son visage et de son buste, que ce soit dans les échanges ou même dans ses déplacements. Greg lui a une garde relativement hermétique, les mains assez hautes, rapprochées de lui. Il a un bon coup d'œil, alors il n'a pas forcément des gros mouvements de buste, son buste reste même relativement droit. Il y a une chose par contre que j'ai remarqué, c'est que comme son buste est droit, sa tête l'est aussi, et du coup son menton est légèrement ressorti même dans les échanges, donc son menton est un peu plus exposé, il est moins rentré en fait. Mais il comble ça par une très bonne garde, un très bon coup d'œil, et ce qui lui permet d'ailleurs ce coup d'œil de lui faire des belles remises et des beaux contres. Alors en termes de volume de frappe, Greg a un volume beaucoup plus conséquent que Martin. Martin lui va travailler sur des coups isolés, voire 2-3 frappes maximum. Greg va travailler aussi beaucoup plus en ligne directe, il va aussi avoir tout ce qui est crochet et jambes. D'ailleurs par rapport à ses jambes, très bonne vitesse d'exécution, que ce soit en attaque ou en remise. Sa jambe gauche, donc sa jambe avant, très vive. J'ai moi-même pu l'expérimenter justement, et si j'avais pas ma garde, je pense que j'aurais fait l'ascenseur là-dessus. Alors il a une bonne défense de lutte sur les double legs, il a un très bon sprawl, d'ailleurs sprawl que j'ai pu manger et c'était comme rentrer dans un mur de briques quand je l'ai pris. Par contre il est un peu plus en difficulté sur tout ce qui est saisi en single leg. Alors je redis, donc c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il travaille plutôt correctement depuis son dos, il a une garde plutôt active, mais il est quand même bien mieux quand il est en position au-dessus. Il a des contrôles forts, il a une bonne posture et justement aussi il a une bonne gestion de son poids pour mettre la pression quand il est au sol. Maintenant on va passer à la potentielle physionomie de ce combat et je vais aussi vous donner mon pronostic. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle va être l'issue de ce fight, le vainqueur, la manière, quel round. Alors de par leur style de combat, je les vois vraiment pas dès que la cloche sonne rentrer comme des dingues pour essayer de se marbrer l'un l'autre. Je vois un peu plus d'observation, peut-être une minute d'observation, un peu de jab, un peu de déplacement, prise de distance, peut-être un peu de low kick isolé justement de la part de Martin. Et puis au fur et à mesure que le round s'installe, je vois beaucoup plus de travail en striking, des entrées au point de Martin, je vois bien Greg justement le timer avec un contre par exemple. Alors majoritairement du striking sur ce premier round, peut-être une tentative d'amener au sol vers la fin avec le clap des 10 secondes pour marquer justement le takedown sur la fin de round. Ensuite, deuxième round, le cardio sera déjà un peu plus émoussé. À partir de ce moment-là, je vois déjà un peu plus de sol, donc soit tentative d'amener au sol, soit du travail contre la cage qui terminera justement au sol. Et pour moi, si ça tombe dans ce compartiment-là, Greg aura un très large avantage et je vois bien le prendre la montée du ground and pound ou alors lui prendre le dos et terminer en étranglement arrière. Donc voilà, pour moi, mon prono ce serait Greg vainqueur, deuxième round, soit par KO avec du ground and pound, soit par étranglement arrière. Voilà, c'était mon analyse, mon point de vue sur ce combat. Greg, let's go et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.